Ça va? Ça va et toi? Ça va. T'as Petite changé reprise, hein. l'aménagement là? Ouais, on a élargi l'espace là. Ouais, parce qu'à la rentrée, il y a du monde qui arrive à la boutique et on va être un de plus. Donc il faut qu'on ait plus d'espace, tu vois. Donc là, c'est un peu moins étroit. Là, on pourra circuler et puis là, comme ça, on peut faire tenir l'occasion, en tout cas une partie ici. Donc ça, c'est cool. Et puis Hugo, en fin de semaine dernière, on a redescendu le comics qui était là-haut. Alors c'est vrai que c'était pas vraiment l'endroit le plus adapté, surtout qu'on nous demande de plus en plus de comics, donc ça c'est vraiment très cool. Et du coup voilà, on a fait un peu de facing avec des coups de cœur. Là par exemple, qu'est-ce que je peux te... Tiens, Lazarus, qui est une série absolument géniale qui plaît à tous les publics, hein, que ce soit comics ou BD franco-belge. Donc je pense qu'il mérite d'être mis un peu plus en valeur en facing. Et ça tombe bien que tu sois là, parce qu'on a déjà une commande internet aujourd'hui. Et dedans nous avons... Et bah justement... Ah bah sympa. Au-dedans, c'est marrant, on en parlait hier et je te dis que j'aimerais bien le relire, tu vois, maintenant que la hype est un petit peu redescendue sur ce titre, qui nous avait tous beaucoup marqué, qui est visuellement très beau, très élégant. Je trouve qu'il y a un mélange c'est à la fois épuré et assez profond, je trouve, en termes de dessin. Voilà, donc il y a ce titre-là dans la première commande de ce mardi. Et Shin Zero. Sympa. Quel succès. Voilà, mardi commence bien. Et donc merci à Nicolas pour cette commande. Donc n'hésitez pas, si vous voulez apparaître dans le vlog BD16, il faut passer votre commande le mardi à partir de 11h, 11h30. Et on fera votre commande en direct. Bonjour. Allez, bonjour Thomas. Bonjour. J'ai un colis pour toi. Un colis pour moi? Ah, ça fait bien. Alors Mathilde, est-ce qu'on a le droit d'en savoir un peu plus sur les ex-libris exclusifs BD16 qui vont paraître à la rentrée? Oui, justement, j'étais en train de bosser dessus. Incroyable. Et donc déjà à la rentrée, il y a la tête de mort. Je me rapproche. Hein. Oui, bien sûr, vas-y, la tête de mort venue de Suède qui sort chez Dupuis. C'est de Daria Schmidt. Ouais. Et voilà, donc on a prévu cet ex-libris, donc c'est à chaque fois recto Je sais pas si on verso. voit bien, mais il y a une très belle baleine. Ouais, je peux vous... Hop, voilà, donc ça c'est le verso et là le recto. Ok. Ensuite... C'est un album très attendu. Hein. Visuellement, vous allez voir, c'est époustouflant. Bah Nous, on a déjà, vraiment eu un rien coup que de cette cœur image, graphique. c'est vraiment trop beau. Ensuite, en septembre, on a Orient perdu qui sort. Donc de Jacques Ferrandez. C'est ça, voilà, donc ça c'est le recto, Très sympa. Ouais. le verso. Et puis on a aussi en septembre Rockabilly qui sort chez Daniel Maguen également. Bah justement, ouais, exactement. 2 titres chez Daniel Maguen. Ouais, voilà. Très joli. Ouais. Et ça c'est le verso, voilà. Donc à chaque fois c'est C'est recto verso. Dubois au dessin, à qui on doit notamment Terre, TER, qui était déjà paru chez Maguen et qui était déjà scénarisé par Rodolphe. Voilà. Et est-ce que je montre des ex-libris qui vont sortir en octobre-novembre ou ça fait trop tôt? Ok, non, vas-y, mais en 2-3. Allez, là on a Obrigan, le serment des druides, Waouh. voilà, qui Adaptation sort, du livre de Perru. Ouais, exactement, donc chez Soleil. Moi j'avais lu le bouquin à l'époque, j'avais adoré, donc j'ai trop hâte de lire la BD. Ouais, c'est Pierre Denigou au dessin, qui avait dessiné notamment Molnir. Ouais, Donc gros nom, et donc Ouais. du coup on est super content. On est trop content. Un petit dernier pour la route. ouais, Aaron, voilà. Moi je connais pas cette série, mais toi je crois que tu connais. Ouais, bah, moi je peux en parler sans problème. Aaron, c'est une super série de dark fantasy qui était parue il y a une bonne 10-15 ans je dirais. Et là il y a une intégrale qui sort. Ouais, Et c'est ça. donc on s'est dit que c'était l'occasion de marquer le coup et de Faire sortir un petit ce très joli ex-libris. ex-libris. Ouais. Ouais, exactement. Donc voilà, donc ça c'est les ex-libris qu'on va imprimer pour la rentrée et puis pour les mois d'octobre-novembre aussi. Ouais. Donc on a Et très il y en hâte. aura encore bien d'autres. Hein. Oh oui, il y en a plein encore d'autres, mais beaucoup ça c'est d'autres, ceux mais- qui sont validés, on va dire. Ok. Voilà, donc à chaque fois ce sont des ex-libris qui sont limités à 100 exemplaires. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir le vôtre, vous pouvez précommander l'album associé sur notre site librairiebd16.fr. Ah, tu tombes bien. Nouvelle commande. Et là, c'est une commande de David, alias les mangas de papa. Donc forcément, ça va être que du manga. Il y a notamment... Hop là, Hunter x Hunter, Deep Free le tome 10, Beastars, alors ils sont où les Beastars? Ça va, c'est accessible pour moi. Tome 6-7. Et après, j'ai l'impression qu'il a 48,
48 à 55, et bah écoute, je vois qu'il est en train de compléter sa collection de Fairy Tail. 48 à 55. Voilà, on a affaire à un fan de Mashima. Il faudra qu'on lui présente Hugo. Merci les mangas de papa que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur TikTok, voilà, sur toutes les plateformes habituelles. Allez le voir, c'est très très sympa. Salut. Beaucoup de Je vais couper le son. Ouais, il y en a beaucoup. Et puis j'avais pas mal d'administratifs à faire auparavant. Pas mal de mails du week-end, tout ça, des commandes à passer. Et puis là, du coup, je suis en train de faire quelques colis. Bah, tout à l'heure, tu m'as filmé au moment où j'étais en train de sortir les rayons au moment où j'étais en train de sortir les BD de l'étagère, la commande des mangas de papa que je suis en train de préparer. Donc toujours un maximum de soins pour préparer les ouvrages parce que on est comme vous, on aime recevoir des bouquins en bon état, ce qui n'est pas toujours le cas chez d'autres fournisseurs de grande ampleur qui accordent sans doute moins de soins et qui ont moins l'amour du livre que nous. Puis des petits goodies, voilà, des jolis marque-pages comme celui-ci, des petits boosters de cartes Kiun, et encore des petits marque-pages. Voilà. Puis le petit mot du chef pour les mangas de papa et toute sa famille. Voilà, tu vois, on aime le travail bien fait, quoi. Je vois ça. Et puis après, je vais préparer la commande de Fabien, parce qu'on n'avait pas encore reçu tous ces bouquins, et là c'est le cas. Pareil, lui aussi un petit booster Kiun. Et après, j'ai la commande de Christelle, ce sera aussi du manga. Et il y en a plein. Quand vous verrez cette vidéo, donc si vous la voyez en tout cas le samedi, il sera encore temps de passer commande, mais uniquement sur les articles qu'on a en boutique. Si vous voulez recevoir tout ça pour vos vacances. Sinon après, il faudra attendre la rentrée. Et ouais, ça fait bizarre de se dire que dans 10 jours, là, c'est fini pour quelques semaines. Mais on vous retrouvera à la rentrée de toute façon. Avec comme adolescente. Ah oui, tout à fait. Moi, je lis ça, j'adore ça. C'est pour une petite fille Elle va rentrer en 6e. C'est vous qui travaillez là en décembre Tout à fait. juste Normalement, décembre, les- oui, j'étais. Enfin, Parce que je crois que c'est vous qui m'avez conseillé un super truc. Je veux un enfant qui a 18 ans. Vous m'avez conseillé c'était sur quoi l'espace, Ouais, c'est 2001 Night Story. Je me souviens de vous. Vous savez ce qu'il a dit? Et puis, vous étiez pressé, je crois que vous avez dit. Bah, c'était ma dernière vente, parce qu'après, je prenais mon train. Voilà. Alors, je voulais vous féliciter parce que je l'ai dit. Il a adoré. Monsieur, il a dit, parce qu'en fait, la fois, je l'ai un petit peu renfermé et tout. Et il a dit à sa mère, ah non, mais ça, c'est le meilleur cadeau que j'ai eu. Et bah, ça me fait très plaisir. Bon alors Thomas, on est à la moitié de l'année pratiquement. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit bilan? On est même à plus que la moitié de l'année puisqu'on est déjà au mois de juillet. Donc c'est bien parce que pour nous c'est l'occasion de faire un point sur le premier semestre d'activité de la boutique. Toujours intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé durant les 6 premiers mois, même si tout se joue comme chaque année quand même sur les 3-4 derniers mois. Parce que rentrée littéraire, parce que fête de fin d'année, et c'est vrai que finalement toute l'année fiscale, enfin l'année financière de la boutique se joue vraiment sur les derniers mois, mais quand même je trouve qu'il y a quelques tendances qui se dégagent de ces premiers mois. Donc si tu veux, on peut regarder ensemble, j'ai noté pas mal de choses, j'ai analysé un petit peu plus que d'habitude pour nos abonnés, toujours, je me décarcasse pour vous, pour voir un petit peu dans le détail ce que ça donne sur le premier semestre. Alors tout d'abord, le très bon point pour nous, c'est que sur le premier semestre, on a une croissance globale qui est de 6%. 6%, c'est beaucoup. C'est en même temps très rassurant puisqu'on sortait de 3 années difficiles. Depuis 2022, chaque année était plus mauvaise que la précédente. Même si on était toujours au-dessus de 2019, on se disait mince, c'est en train de se rapprocher si tu veux. Sachant que nous, au magasin, les charges ont quand même pas mal augmenté depuis 2019, entre l'acquisition de ce studio, l'embauche de plusieurs salariés. Donc il y a un moment, il fallait quand même que les chiffres remontent pour justifier tous ces investissements. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette croissance. Tout d'abord, en parlant de la BD franco-belge.
puisque la BD franco-belge, eh ben, c'est le nerf de la guerre hein, pour la librairie, puisque cette année, on a une croissance de 2% sur le franco-belge. C'est pas mal. Maintenant, bon, est-ce que ça couvre l'inflation? Je suis pas sûr. Mais déjà, ça c'est quand même un bon point, puisque c'est quand même, je dirais, un petit peu notre phare, le franco-belge, parce que si le franco-belge va mal, la librairie va mal. Donc au moins on est en léger positif, ça c'est cool. Sur le manga, on a fait une vidéo la semaine dernière où on parlait de la crise du manga. En fait, j'avais pas idée de l'ampleur de la catastrophe relative, puisque c'est compensé par d'autres choses. Mais sur le manga, sur le premier semestre, on est à moins 20% de chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2024. C'est énorme. C'est énorme. Le comics en revanche, lui, se porte à merveille, puisque sur le premier semestre, on a une croissance de 42%. C'est monstrueux. Enfin, même si le comics, évidemment, c'est une part moins importante du chiffre d'affaires, la dynamique qu'on a sur cette partie-là de la librairie, elle est géniale. Et ce qui est assez amusant, c'est que le comics en boutique, ça ne représente même pas 1/5 de l'espace qui est dédié au manga. Donc après, il y a des questions qui se posent. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir autant de mangas alors que ça ne représente finalement que 2 fois plus de chiffre d'affaires que le comics? Il y a une vraie différence. Après, il faut voir où se font les ventes comics. Les ventes comics, elles se font en partie en boutique, mais finalement surtout sur le site internet. Voilà. Sur la carterie, donc c'est les cartes Pokémon, les défis nature, croissance de 290%. Alors c'est cool, mais c'est très conjoncturel. C'est pas dit que l'année prochaine, les cartes Pokémon, ça se vend autant, donc on peut pas tout miser là-dessus. Sur l'occasion, alors on distingue BD et manga. Sur l'occasion BD, on a une croissance de 272%. Alors ça reste un chiffre d'affaires relativement minime, mais il y a quand même une signification. Alors que sur l'occasion manga, attention, on est à moins 52%. Voilà. Donc ça traduit finalement ce qu'on avait vu sur le 9. Le manga est vraiment en berne et je sais pas si on peut parler de crise, mais en tout cas on peut parler vraiment de décroissance. Et puis la figurine, bon, 53% d'augmentation, mais ça reste vraiment des chiffres mineurs. Un truc que j'avais jamais regardé, mais qui est assez intéressant, c'est de voir en fait les parts de CA de chacune des catégories. C'est ainsi qu'on se rend compte que la BD franco-belge, chez nous, elle représente 54% du chiffre d'affaires. Donc cette catégorie, qui est celle qui prend le plus de place aussi dans nos rayons, à elle seule, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires de la boutique. Ça va dans le sens de ce qu'on a vu pendant 20 ans, c'est que la BD franco-belge, c'est un peu l'insubmersible. C'est quoi qu'il arrive, ça progresse doucement, parfois plus fortement, mais c'est vraiment la valeur refuge de la librairie. Le manga, lui, représentait 27% du chiffre d'affaires de la boutique en 2024, il ne représente plus que 22% du chiffre d'affaires. Le comics, lui en revanche, est passé de 7% à 9,5% de notre part de chiffre d'affaires. Et puis je passe sur les cartes et l'occasion qui finalement se partagent les 10% restants. Voilà, donc vraiment intéressant. Je me suis également penché sur l'analyse de la fréquentation en boutique. On constate que le panier moyen a augmenté. Mais ça, je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai pas pu distinguer vente internet et vente boutique, et du coup, je pense que c'est le panier moyen de la vente internet qui fait vraiment monter ce chiffre. En revanche, on constate une baisse de fréquentation en magasin de quasiment 3 personnes par jour. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, on a 3 personnes en moins par rapport au premier semestre 2024 qui n'achètent pas en boutique. Croyez-moi que quand vous multipliez ce chiffre par le nombre de jours, ça fait un gros manque à gagner. Donc voilà, c'est le constat que les gens désertent un petit peu les librairies indépendantes et ça, c'est fort dommage. Voilà, trêve de chiffres. On va plutôt parler maintenant des top ventes du premier semestre dans les 3 catégories principales, évidemment, franco-belge, comics et manga. Il y a 3 titres qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. En BD franco-belge, c'est Islander, La Terre Verte et Au cœur du désert de Charles, dans la collection Signée du Lombard. Il y a un 4e titre qui est en train de monter en flèche, c'est Les Gorilles du Général chez Casterman. Et puis ensuite, on a la surprise Crimi, qui est donc solidement accrochée à la 5e place. Ensuite on a L'Or du Spectre, toujours chez Signé au Lombard. On a Foudroyant, notre méga coup de cœur en jeunesse. C'est vrai que dès qu'on a un coup de cœur jeunesse, on s'en empare
et on a envie de le conseiller à tout le monde, quoi, parce que c'est une idée cadeau, parce que voilà, on a envie de partager notre enthousiasme pour ce titre avec le plus grand nombre. Surtout que c'est un titre qui peut aussi plaire, je pense, à des lecteurs un petit peu plus matures, mais sinon c'est un très bon titre pour les 10 ans et plus. Ensuite, on a du trilogie berlinoise, on a encore Ulysse et Cyrano qui est quand même solidement accroché dans le top 11 ou 12. On a toujours 1629, on a Juarez qu'on avait remis en avant de Corentin Rouge, on a la nouvelle version de Parker, on a un peu plus bas, on doit être aux alentours de la 15e place, on a Electric Miles, on pensait voir un petit peu plus haut. Et puis les 3-4 derniers, ils sont vraiment intéressants parce que c'est des titres qu'on a beaucoup aimés. Il y a toujours les navigateurs, il y a Shin Zero de Bablé Saint-Gelin. Bablé, on attend avec impatience Silent Jenny, son nouveau titre qui sort en septembre. Et puis on a Charlotte Impératrice tome 4. Et enfin, pour clôturer ce top, Sibylline de Sixtine Dano. Voilà. En manga, j'ai l'impression que je m'acharne sur le manga, mais en manga, il n'y a pas vraiment de surprise. Aux 3 premières places, on trouve du Spy Family, My Hero Academia et One Piece, évidemment. Première petite surprise, c'est Kagurabashi, dont le tome 1 se place en 4e position sur le semestre. Et puis, on a vers la 7e place le tome 1 de l'édition Prestige de Berserk, qui fait vraiment un carton. Passons la polémique liée au tome 2, bien sûr. On retrouve ensuite du Knitting Life, tome 2 de Tsutsui, du Hirayasumi, et puis Slam Dunk, tome 8, qui est à la 19e place. Et enfin, top 20, c'est Tokyo ces jours-ci de Matsumoto, ce qui fait évidemment très plaisir. Mais qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu de titres, hors des blockbusters bien connus, qui émergent. On a eu Kagurabashi éventuellement, et puis quelques rééditions, mais sinon c'est un top assez triste sur le manga, quoi. C'est vraiment sans surprise. On finit avec le comics. Le comics, numéro 1, Nice House by the Sea. J'ai envie de dire, on s'en doutait. En 2e place, on a Origin, notamment grâce à Alex Libris et puis à la qualité du bouquin, évidemment. On a Watership Down qui est en 3e place. Ça, c'est quand même une sacrée gageur. Bravo à Toussaint Louverture pour cette publication. On a Sacrifice tome 2, on a le Absolute Batman. Alex Libris aussi, ça aide. On a Spectrograph de James Tynion. On a L'île aux orques, paru chez Bliss. On a Au-dedans, toujours. On attend la nouvelle BD de Will MacPhail à la rentrée. Et puis on a Aucune tombe assez profonde, on a Orsen de John McNaught qui est un coup de cœur de Mathilde. On a également l'intégrale de Parker qui finalement a été boostée par la sortie de la nouvelle BD Parker. Et puis on a Absolute Superman, on a Saga tome 12, Absolute Wonder Woman, Department of Truth, Calvin et Hobbes toujours, Goodnight Paradise, ça fait plaisir, Sin City et enfin Torso. Voilà pour le top de ce premier semestre. Avec là, voilà, on se réjouit davantage sur les parutions comics et bandes dessinées que manga. Alors, voilà, on va se dire, tiens, tu sais, il y a un an, on s'était dit, le comics, faut qu'on le booste, faut qu'on fasse quelque chose. Là, je pense qu'avec Hugo, on vous prépare des petites surprises pour la rentrée, pour essayer de rebooster le manga chez BD16, parce qu'il n'y a pas de raison, il y a plein de pépites qui existent. On va les mettre en avant, on va vous inciter à vous les procurer, parce que vous verrez, il y a des petites merveilles qui se cachent dans nos rayons. Et on a très envie de vous les faire découvrir. Merci. Et toi, ton sentiment par rapport à ce premier semestre, c'est quoi ? Mon sentiment global, pour la boutique, il est très positif. Alors c'est vrai que la vente internet, c'est parfois un peu l'arbre qui cache la forêt parce que on a une super dynamique sur la vente en ligne et du coup ça cache un petit peu. Mais grâce à ce qu'on vient de voir, on se rend compte que en boutique ça va moins bien, même si c'est pas non plus la cata. Mais c'est vrai que la vente internet, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, qui cache un petit peu malheureusement la crise qui couve un peu dans les librairies indépendantes en France. On le voit, les messages d'aide, de demande à l'aide de pas mal de librairies, ça fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'on peut espérer qu'on sorte un peu de cette crise, de ce merdier, quoi, qu'il n'y a pas de raison. Enfin, les gens lisent toujours du livre. Moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle. Je ne sais pas si nos confrères libraires ont un sentiment similaire, mais tu vois, à Noël, nous, on s'est un peu planté, sans raison particulière, juste il y a eu une baisse de fréquentation très forte par rapport au Noël d'avant. Et puis là, la fête des Pères, qui est quand même un temps fort, c'est quasiment le 2e temps fort de l'année après Noël en ce qui nous concerne. Pareil, j'ai été déçu, si tu veux, de la fréquentation de la librairie. Alors, est-ce que c'est nous qui n'avons pas assez bien communiqué sur cet événement ?
ou est-ce qu'il y a un désintérêt peut-être de la BD cadeau? Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle et je serais curieux de savoir si nos confrères qui nous regardent peut-être auront une réponse à m'apporter. Est-ce que tu as des ambitions particulières pour la rentrée? Alors, comme tout le monde le sait, David nous a quittés il y a quelques semaines et du coup forcément il y a son successeur qui va arriver, il y a également une autre personne qui va arriver pour nous aider. Parce que justement j'ai le sentiment qu'on a une très bonne dynamique et j'ai envie qu'on bosse le mieux possible et pour ça on a besoin d'une équipe élargie parce que je pense qu'on va avoir une sacrée fin d'année. Il y a beaucoup de titres de grande qualité qui vont paraître. On a une croissance qui est très importante en ligne, donc on a besoin d'une équipe plus importante pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions et qu'on ne soit pas tout le temps à l'arrache comme on l'a été ces derniers temps. Parce que c'est vrai que dès qu'on est dans une semaine où Hugo n'est pas avec nous, avec David, on court à droite à gauche et on ne peut pas faire les choses comme j'aime les faire, c'est essayer de faire les choses le mieux possible, pouvoir répondre aux attentes de nos clients, être peut-être plus présent aussi sur la commu WhatsApp où en ce moment j'avoue que je regarde les messages et j'interviens pas toujours autant que je voudrais parce que je manque de temps et ça me frustre un petit peu, donc c'est le but aussi d'agrandir l'équipe, c'est de pouvoir faire du travail plus qualitatif et quantitatif par la même occasion bien sûr, mais c'est vrai que ça me tient à cœur quoi. J'ai toujours un sentiment, je t'en ai déjà parlé, mais le soir, à la fin d'une journée, quand t'as pas pu faire tout ce que tu voulais, tu t'es frustré, quoi. Tu te dis mince, c'est pas normal et tout, mais parce que la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est le temps, et malheureusement, des fois, il nous manque. Donc voilà, moi, c'est mon ambition pour la fin d'année, c'est de fournir finalement un travail plus qualitatif, tout en travaillant dans les meilleures conditions possibles. Alors Mathilde, c'est la finale de Wimbledon qui t'a donné envie de relire Max Winson ? Exactement, aujourd'hui je vais vous parler du meilleur joueur du monde. Je ne vais pas vous parler de Djokovic, ni de Federer, ni de Nadal, ni d'Alcaraz et Sinner pour les plus jeunes, mais de Max Winson. Et oui, ça pourrait être un peu la version robotisée, améliorée de Yannick Sinner, désolé. Non, je préfère pas relever là. Non, je rigole, c'est Max Winson, alors c'est signé Jérémy Moreau. Jérémy Moreau, on le connaît pour la saga de Grimm, pour Pencil et Pieds du Monde, pour Les Pisli par exemple, entre autres. Mais avant toutes ses œuvres, il a fait Max Winson, qui parle d'un joueur de tennis qui gagne tous ses matchs. Et en fait, c'est une malédiction pour lui. Il ne peut pas s'empêcher de gagner un match, quels que soient les enjeux, qu'ils soient politiques, financiers, etc. Il ne peut pas perdre. Il est tellement fort qu'il surpasse tout le circuit ATP. Et un jour, et donc son entraîneur c'est son père, et un jour son père tombe malade et donc il change d'entraîneur et là il tombe sur un type un peu dérangé, on va dire ça comme ça, et là sa vie va basculer d'une certaine façon. D'accord. Moi ce que j'aime dans Max Winson c'est le côté un peu anti-shonen, le type il est déjà trop fort, ouais c'est ça. Et donc il va pas chercher à être plus fort puisque il l'est déjà, et donc ça je trouve ça assez original parce que ça met en lumière plein de questionnements un peu philosophiques, etc. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi c'est le personnage principal qui est très touchant, tout simplement. On s'attache comme tu me le disais l'autre jour, ressemble justement beaucoup au meilleur joueur du monde actuel, à savoir Yannick Sinner. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, je trouve. Et il fait un peu frêle comme Sinner, tu trouves pas? Ouais, c'est une longue tige. Je rigole. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est le dessin. Je vais vous montrer. Alors c'est pas du tout le Jérémy Moreau qu'on connaît avec des couleurs chatoyantes, flamboyantes. En fait, il a publié plutôt à l'époque du singe de Hartlepool par exemple, donc c'est vrai que c'est encore cet esprit dans le dessin. Complètement. Et je sais pas si on va tomber sur une page comme ça, mais il y a pas mal de pages qui sont assez métaphoriques. En fait on ressent vraiment, on est dans les pensées de Max Winson et on arrive à ressentir ce qu'il pense, on est dans sa tête et ça c'est vraiment magique. Je vais vous retrouver la page. Voilà, une page par exemple comme celle-ci, qui était d'ailleurs la couverture du tome 1 ou 2, je sais plus quand c'était, parce qu'à la base c'était paru en plusieurs. Ouais, c'est ça. De volumes cartonnés. Ouais, et donc voilà, ça montre bien un peu comment il est et ça traduit ses émotions de façon parfaitement juste pour moi. Pour moi, c'est vraiment mon œuvre préférée de Jérémy Moreau. Parce que je trouve qu'il fait avec Max Winson une histoire extrêmement originale, touchante. La fin,
pas vous la révéler évidemment, mais moi c'est une fin qui m'a beaucoup émue. En fait ça c'est une relecture, je l'avais lu il y a 10 ans, donc je l'ai relu parce que je voulais en parler et que je voulais me le remettre en tête, et la fin elle m'a émue comme la première fois, hein, clairement. Donc voilà, moi je vous conseille beaucoup Max Friedson si vous connaissez pas. Ouais, et moi je voulais ajouter un truc, si tu permets en tout cas, c'est que ta relecture et ce dont tout le bien que tu en dis, ça me rappelle un petit peu une œuvre que moi j'adore, qui est aussi un anti-shonen, c'est Ping Pong de Taiyo Matsumoto. Est-ce que je peux te passer la caméra ? Ouais. Transition. Voilà. Donc c'est un manga donc en 2 parties dans cette édition, puisqu'initialement c'était en 5 tomes. Mais si vous aimez justement Max Friedson, ou que en tout cas Mathis vous a donné envie de lire Max Friedson, et que vous l'appréciez, je vous conseille après de découvrir Ping Pong de Taiyo Matsumoto, sur la rivalité entre 2 ados passionnés de ping-pong. Il y a des matchs d'une intensité mais absolument dantesque qui n'ont rien à envier aux meilleurs shonen de sport, quoi. C'est une petite merveille aussi. Et il y a ce côté dont tu parles, sur les émotions du personnage, son intériorité qui apparaissent, et c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait penser de prime abord. Voilà. Oui, toi Thomas, quel est ton petit coup de cœur ? Mon petit coup de cœur, enfin mon gros coup de cœur de la semaine, c'est Le rapport de Brodeck de Manu Larsenet. Relecture bien entendu, il est sorti il y a 9 ans, le premier tome. Alors là je tiens juste le fourreau, parce qu'en fait j'ai anticipé le fait que la BD est très difficile de sortir de son fourreau. Donc le fourreau format portrait, en revanche l'album format paysage, Le rapport de Brodeck. Voilà, très belle édition. Et on se faisait la remarque avec Mathilde, pas si cher que ça, 22,50€ le volume. Je pense qu'aujourd'hui on serait pas sur le même tarif. Le rapport de Brodeck de Manu Larsenet, c'est l'œuvre qui a succédé à Blast. Voilà, et on a poursuivi dans un registre de noirceur la plus totale. C'est également la première œuvre qui est une adaptation de livre pour Manu Larsenet, puisque là c'est une adaptation d'un roman de Philippe Claudel, qui porte le même nom, et qui raconte l'histoire d'un homme. On est sans doute dans l'est de la France, et donc Brodeck, le personnage principal de l'histoire, c'est une espèce de garde forestier, et puis il vit dans un petit village, avec que des hommes très taciturnes, comme vous pouvez le voir sur ses premières planches. Regarde-moi un peu ses portraits, ses gueules, qui rappellent d'ailleurs, tu sais, les portraits qu'on voit dans le combat ordinaire. C'est ce que j'allais dire. N'est-ce pas ? Et en fait, il débarque au café du village, et là, il a face à lui tous les hommes du village qui lui font face, et qui lui annoncent qu'il va être chargé d'écrire un rapport, le rapport de Brodeck, sur une tragédie qui a eu lieu dans ce café, à savoir que tous les villageois sont responsables de la mort d'un touriste allemand qui est venu s'installer dans le village pendant plusieurs mois. Le problème, c'est que Brodeck, lui, auparavant, il a vécu un traumatisme très fort, puisqu'il a été déporté pendant ce qu'on va dire être la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il en est revenu totalement abasourdi, traumatisé, et il va finalement refuser en fait de s'exécuter. Voilà. Il n'a pas envie d'être le complice de cette tuerie. Et toute l'histoire, c'est ça, c'est comment il est observé, épié par les villageois qui veulent s'assurer qu'il ne va pas trahir ce secret. Lui-même, il est entouré d'une vieille dame qu'il a sauvée quand il était encore enfant, et puis de sa femme, qui, elle aussi, malheureusement, a vécu un drame lorsque lui a été déporté. Bon, comme vous en doutez, l'ambiance est plutôt sombre et déprimante, mais c'est encore une fois un album d'une puissance extrêmement intense, avec des illustrations splendides qui préfigurent ce qu'il fera des années plus tard sur la route, notamment. Regarde-moi ça. Ces visages, tu vois, on connaît vraiment... je trouve qu'en le lisant, je me suis vraiment reprojeté également sur la route, et c'est vraiment incroyable. Voilà. Regarde ces images, on a presque l'impression d'être dans ce monde un peu post-apocalyptique. Voilà, histoire en 2 tomes, avec une vraie montée en puissance dans le tome 2 qui m'a dévasté, quoi. J'ai fini ma lecture, j'étais un peu à genoux. Chef-d'œuvre de plus pour Manu Larsenet. Je ne peux que vous inciter à en faire l'acquisition, parce que c'est une vraie merveille. C'est pas son plus connu en plus.
C'est pas son plus connu, et c'est vrai que quand on parle de Manu Larsenet, on parlera plus facilement du Combat ordinaire, de Blast ou de La Route qui vient de paraître, mais quand même à l'époque où il a été publié, il avait eu un très gros succès critique et public. Voilà. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, on aura une intégrale qui va remettre en valeur son travail sur cet album. Hugo, je peux te déranger ? Bien sûr. Je sais que tu as lu quelques petits mangas dernièrement, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Eh bien tout à fait, j'ai enfin rattrapé mon retard, lequel commençait. Allez, celui-ci. Allez. J'ai enfin lu Ori Dragon ce midi. Excellent school life, on va suivre une jeune lycéenne qui de base est comme tout le monde, sauf qu'un matin elle va se réveiller avec des cornes de dragon. Ce que j'ai adoré, tout le monde s'en fiche. C'est un détail énorme, elle va même cracher du feu dans sa salle de classe en éternuant. C'est banal pour tout le monde. C'est un mélange de comique et juste de tranquillité, de tranche de vie. Très bien réussi, j'ai vraiment adoré. Si vous aimez la lecture détente, ce que j'appelle la lecture popcorn, c'est un super titre, vraiment j'ai adoré. J'attends déjà le tome 2, j'aime beaucoup. Les dessins sont simplistes, mais ça rajoute un petit côté mignon, un petit côté tranquille. Voilà, la scène justement, elle crache du feu, mais c'est pas grave. Elle se réveille vraiment avec ses petites cornes et tout se passe bien. Et j'aime beaucoup justement ce contraste en mode quelque chose d'incroyable et rien. J'adore. Très mignon, franchement très très bonne surprise. Si vous voulez essayer, excellent School Life. Et en plus il y a un collector où vous l'avez présenté avec un kit de papeterie pour le même prix. Donc si jamais, n'hésitez pas à en profiter. C'est un peu de l'humour absurde du coup ou... Tout à fait. C'est vraiment... mon père est un dragon. Ah, on peut en parler un peu plus ou pas? Non, c'est normal, d'accord. Eh bien c'est normal. Toujours pour rester sur ce côté un peu school life, je vais vous parler... Alors, Teacher in the Destruction Classroom, je l'ai bien dit, je suis assez content. C'est un peu similaire, on va dire. Ça ressemble un peu à Mashal. On va dire c'est dans une école de magie, ou à Harry Potter aussi, pour ceux qui préfèrent. École de magie, on va suivre un professeur qui a quelque chose de particulier. C'est un tueur professionnel. Donc c'est particulier comme professeur. On va dire, mélange Mashal, Kindergarten. Je pense que c'est pour situer un peu. Et donc il va retrouver prof d'une classe. Un nouvel élève va arriver, mais c'est un membre de l'organisation. Et ils vont avoir une mission, c'est de liquider cette classe, ces 14 élèves qui pourraient détruire le monde. Sauf que le professeur les aime bien. Voilà, je vous en dis pas plus, ça va être de l'action. J'ai bien aimé, bonne surprise, pareil. Lecture tranquille, lecture détente, si vous voulez vous vider la tête. Les dessins, pareil, je les trouve très jolis. Moins simpliste que celui d'avant, mais ça rajoute un côté que j'aime beaucoup, très très beau. Si vous voulez découvrir, pareil, c'est très bonne surprise. Puis assez épais, il y a de quoi lire. Effectivement. Et là, je vais vous parler d'une autre série. Alors, c'est pas du tout nouveauté, loin de là, mais je l'ai fini ce matin, pareil. Je l'ai enfin fini parce que ça fait des années qu'elle est dans ma pile. Mais j'ai Eden, It's a Endless World, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Est-ce que c'est un classique? Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Énorme titre du genre SF en manga. Donc on va suivre un jeune garçon dans un monde où un virus a décimé la population, où on va devoir survivre avec. Personne ne sait exactement ce que c'est, comment survivre. Ça va mélanger énormément, donc science-fiction, politique, économique, mafieux. Non, j'aime beaucoup. Si vous aimez la SF, excellent titre, très compliqué. Et ce que je conseille, c'est vraiment d'enchaîner les tomes. Je les ai lus avec trop de comment on appelle ça, de temps, trop de délai. J'ai pas bien acquis tous les détails. J'ai déjà envie de la relire pour tout bien comprendre. Très bon titre, ça fait vraiment réfléchir. J'ai adoré, message de fin incroyable. Bonne surprise, Eden. Tu donnes envie. Je vous conseille. Je vais vous montrer les dessins. Parce que j'ai pas montré. Thomas avait lu les premiers tomes, il avait adoré aussi à l'époque. Dessin un peu réaliste, très sombre. C'est vraiment. Par contre, c'est pas pour enfants. Je pense à partir de. C'est du post-apo? Ouais. Enfin, plus de la peau. D'accord. Ah oui, d'accord. Et c'est à partir de quel âge, par contre, tu 15 ans, je dirais que c'est 15-16 ans, ouais, non, parce qu'il y a quand même un peu de nudité, il y a de la violence, il y a beaucoup de sang, ouais, à partir de 16 ans, mais c'est vraiment une super lecture. C'est assez mature, quoi. C'est mature, complet, c'est vachement bien. Ouf, c'est tombé. Non, c'est vraiment... C'est un classique. C'est des classiques du genre, j'aime vraiment beaucoup. Eden, l'ASF, c'est génial. Et tu voulais nous parler d'un dernier titre? C'est vrai, dernièrement, vous avez parlé de Taniguchi avec Il n'est plus là. Les années 12, tout à fait. Vendu. Et je voulais vous parler d'un titre moins connu, mais que je pense que c'est mon Taniguchi préféré avec Le Sommet des Dieux. Seton,
On va suivre Seton, un naturaliste qui adore la nature, qui adore les animaux. Et dans ce premier tome, on va le suivre chasser, entre guillemets, un loup, apprendre à le connaître, vraiment voir l'habitat naturel, comment il vit. Et c'est vraiment, je trouve que c'est une ode à la nature, c'est une ode à la liberté. On voit vraiment des humains époque Far West à peu près, donc il n'y a rien, il n'y a pas de technologie, ils sont isolés. Et quand des loups ravagent les troupeaux de moutons, comment on fait pour survivre, pour pouvoir manger, pour pouvoir gagner de l'argent, et donc on va suivre toute cette péripétie. Les dessins sont toujours sublimes, je les trouve mais incroyables. Il arrive à montrer la dangerosité des animaux, la magnificence des paysages. De toute façon, j'adore le dessin de Taniguchi. Hein. Ouais. Et je tenais vraiment à le mettre en avant car c'est un coup de cœur, Seton. Si vous aimez Red Dead Redemption, si vous aimez le métier de naturaliste, c'est fait pour vous. C'était mon métier préféré, j'adore ce jeu et c'est trop bien. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a 4 tomes, mais c'est à chaque fois des histoires indépendantes. La première, on va suivre un loup. La deuxième, la troisième et la quatrième, c'est à chaque fois des animaux différents, donc on apprend vraiment beaucoup de choses, d'autres lieux des États-Unis, d'autres moyens de chasser, d'autres moyens d'apprendre, d'analyser. C'est super beau, c'est super intéressant. Alors c'est très calme. C'est pareil, on pose ça un après-midi, on se vide l'esprit. C'est contemplatif, c'est Taniguchi, et je tenais vraiment à le mettre en avant parce que on n'entend pas assez parler, je trouve, et je le trouve vraiment beau. Ouais, mais c'est vrai que ça diffère complètement de ce qu'il fait Tout à fait. d'habitude, hein. C'est assez étonnant d'ailleurs. C'est toujours très calme, mais je sais qu'il aime beaucoup. Il y a d'autres titres de lui qui se passent aux États-Unis. J'ai plus les titres, mais je sais pas encore lui, il m'attire énormément. C'est un super titre, foncez vers lui. Mathilde, donc nous on a fait un petit bilan au niveau de l'activité de la librairie et du site de vente en ligne sur les 6 premiers mois de l'année, mais ce serait intéressant de faire un petit peu la même chose concernant la chaîne YouTube. Ouais, surtout qu'on l'a jamais fait, donc il serait temps. Donc actuellement on est plus de 4600 sur cette chaîne, 4600 abonnés, et en fait c'est intéressant de voir qu'en décembre 2023 on avait moins de 1000 abonnés. Donc il y a 1 an et demi. Oui, c'est ça, en 1 an et demi on a pris pas mal d'abonnés, et en fait le pic, vraiment l'espèce de tournant de la chaîne, c'est vraiment décembre 2023 quand on a fait une vidéo par jour pendant 15 jours. On s'en souvient encore. On s'en souvient encore. Avec David et Arthur. Ouais, c'est ça, on a encore les cernes et la fatigue de ce moment-là. Et donc ça, c'est intéressant de voir que c'est vraiment le tournant de la chaîne. Et c'était il y a 1 an et demi. Donc là, j'ai pris des stats sur YouTube Studio, hein, on a toutes les stats là-dessus, et je les ai regroupées. Et donc depuis le début de l'année, on atteint 180 000 vues en tout. C'est-à-dire 109% de plus que la période précédente qui correspond à de juin à décembre 2024. Donc je trouvais que déjà fin 2024 on avait pas mal progressé, mais là la progression se fait complètement ressentir en 2025. Et on a 1400 abonnés de plus depuis le début de l'année. Voilà. Depuis début janvier. Ouais, c'est ça. On a monté de 1400 abonnés. C'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est vrai que ça paraît rien du tout parce que. Oui, bien sûr. Mais on est une petite chaîne, donc pour nous forcément ça reste impressionnant. Ensuite j'ai regardé quelles étaient les vidéos qui avaient le mieux marché, donc ah ouais, ça je pense que les gens sont curieux de savoir. Ouais, depuis les vidéos de 2025 D'accord. Donc depuis le début de l'année, donc c'est celle qui parle de votre top 10 BD, donc quel est votre top 10 BD, elle est première. Ensuite il y a celle qui... Enfin quand tu dis votre top 10 BD, c'est le top 10 de la commu. De la commu. Donc c'est intéressant, voilà, exactement, parce que si vous voulez vous-même être partie prenante de ces top 10, il faut rejoindre la commu BD16 pour participer au baromètre. Ouais, on en fait régulièrement sur plein de thèmes différents, donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp, il y a un lien dans la description de la vidéo. Voilà, soyez acteurs de la communauté BD16. Exactement. Et donc ça c'est la première, la deuxième c'est toujours vous, hein, c'est le meilleur de la SF selon vous, donc selon la communauté WhatsApp. En fait nous on sert à rien quoi, ce qui compte c'est... c'est votre avis, le nôtre on s'en fiche. La troisième c'est de retour après 3 mois d'absence, donc c'était la première vidéo de 2025, donc là forcément ça avait un peu intrigué. Ensuite c'est les meilleurs BD que vous n'avez jamais lu, donc ça le titre forcément il était un peu clickbait, voilà. Et puis la cinquième c'est la crise du manga en France, donc on a sorti la semaine dernière, voilà. qui fait un carton, on s'y attendait pas, c'est super. Et après j'ai relevé un peu les points négatifs, voilà, les points d'amélioration, l'autocritique. Exactement. Donc en fait moi ce que j'ai remarqué c'est que
le pourcentage de vues des vidéos en moyenne n'est pas très élevé. C'est-à-dire que les gens vont en moyenne regarder les 15 premières minutes des vidéos. Ah d'accord. Voilà. Ce qui n'est pas énorme. Alors je sais pas si c'est... Est-ce que les vidéos sont trop longues? Est-ce que les intros sont pas assez percutantes, captives, etc. Donc ça, ce serait intéressant que vous nous donniez votre avis en commentaire. Par dites-nous si on fait de la merde. Non, mais dites-nous si vous, 1 heure, ça vous fait trop et que vous regardez jamais les vidéos en entier, ou si vous les regardez en 2, 3, 4 fois, mais en fait, à la fin, vous oubliez. Et puis, en fait, il y a tellement de contenu sur YouTube que vous pouvez pas regarder. Ouais, bien sûr. Et moi, je me demandais en fait si les gens, ils étaient pas plutôt en train de picorer dans la vidéo, tu vois, ils passent un petit peu les passages qui les intéressent moins pour aller en se disant ah tiens, il parle d'une BD qui a l'air intéressante, hop, ils s'arrêtent dessus. Peut-être tu veux répondre. Librairie BD16, bonjour. Ah, je crois que Hugo a répondu. Ah bah super. Il est bien ce Hugo. Ouais, donc quand tu dis 15 minutes, est-ce que c'est pas plutôt la durée que les gens regardent la vidéo, mais en zappant une partie je sais pas, c'est pas précisé, donc je sais pas si c'est 15 minutes en tout ou les 15 premières minutes. Donc voilà, ça c'est un point qu'il faut qu'on améliore. Et ensuite, le deuxième point à améliorer, c'est qu'on a beaucoup plus, on a plus de vues sur les vidéos que d'abonnés. Donc ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Je vais pas vous demander de vous abonner, mais abonnez-vous quoi. Abonnez-vous, réabonnez-vous si c'est nécessaire. Non mais c'est vrai que c'est important parce que pour l'algorithme... c'est ça, c'est ce qui nous permet d'être vus. Et puis c'est intéressant parce qu'en fait, en général, il y a moins de vues que d'abonnés, donc là c'est pas normal en soi. Ouais, tu veux dire sur notre chaîne, c'est une particularité, c'est qu'il y a finalement moins d'abonnés que de vues. Enfin, c'est ça, oui. Je dis pas qu'on est les seuls, mais je veux dire en général c'est l'inverse, donc c'est pas normal entre guillemets, donc... n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, abonnez-vous, likez, commentez. Ouais, après je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui regardent sans avoir de compte YouTube, donc du coup ils peuvent pas s'abonner, c'est peut-être aussi l'explication, je ne sais pas, vous me direz. Donc si on revient sur les points positifs, donc si on se penche sur les 28 derniers jours, donc jusque là on regardait depuis début janvier, donc là les 28 derniers jours, donc on remarque tout de même que la durée de visionnage est plus élevée que d'habitude, donc quand même il y a un effort, et qu'on a plus de vues que d'habitude sur nos vidéos. 5000 de plus que d'habitude en moyenne en tout. Donc ça c'est très encourageant, donc ça c'est bien. Et ensuite, voilà, ça c'était vraiment le point encourageant. Je trouve que sur les 28 derniers jours, il y a plein de points justement. Je me dis que ça dépend beaucoup aussi des vidéos qui sortent. Exactement. Ouais. Ça nous arrive de faire 3-4 vidéos qui marchent correctement sans plus. Ouais. Et puis ensuite, là, entre la vidéo avec le départ de David plus celle sur la crise du manga, là on a pété les scores. Bon, ça reste encourageant, mais effectivement, là de toute façon, on ne va pas faire de vidéo pendant 1 mois, donc forcément, les stats vont dégringoler. J'espère qu'en septembre, on va trouver des sujets qui vont nous porter. Ensuite, donc dans les points d'amélioration, ça c'est de mon côté, c'est les miniatures. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de mieux. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler. Et aussi c'est le logo de la chaîne. Et alors là je voulais vous demander, est-ce que le fait que le logo de la chaîne ce soit le logo BD16, ça vous a au début freiné? Est-ce que vous vous êtes dit ah mais c'est bizarre, c'est une entreprise, j'ai pas envie de regarder des vidéos d'une entreprise, vous voyez, ou est-ce que ça vous a pas du tout choqué? Est-ce que vous pensez vous que si on mettait nos têtes ou juste la tête de Thomas ce serait plus engageant? Non, avec la mienne. Non mais voilà, non mais de plus personnaliser le logo en fait. Ouais, exactement. Donc ça c'est une question qu'on se pose depuis quelques mois, mais on sait pas trop quoi faire parce que ça reste comme une entreprise, BD16, et les vidéos appartiennent à l'entreprise. Donc voilà, et ensuite pour finir, on a des objectifs sur le moyen terme, ce serait d'avoir les 10 000 abonnés, et clairement. Waouh, ça me paraît tellement loin. Ça me paraît très loin aussi, mais bon, on sait jamais. Pour atteindre cet objectif, moi je me dis qu'il faudrait refaire comme en décembre 2023, une vidéo par jour, mais pas pendant 15 jours cette fois, mais pendant 1 mois. 1 mois? Tu veux nous tuer? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plairait une vidéo je dis pas qu'on va le faire, mais par jour pendant 1 mois, par exemple, je sais pas, le mois d'octobre, on fait ça en 2026, plutôt en début d'année, parce que le mois de décembre, ça je le sens pas du tout. C'est vraiment le mois le plus compliqué de l'année en boutique. Mais est-ce que vous seriez prêt à regarder une vidéo par jour? Ce serait pas forcément du vlog, mais peut-être des recos BD, manga, comics, un petit peu de vlog de temps en temps, enfin voilà, dites-nous, tout simplement. Voilà, donc...
pour conclure le bilan, on est très content parce que quand on a lancé cette chaîne YouTube, on s'attendait à rien. C'est vrai. Non mais c'est vrai, on s'attendait pas à ça et même si c'est pas des chiffres exceptionnels, voilà, on n'est pas Squeezie, hein, on n'est pas Léna Situation, c'est pas des chiffres exceptionnels, mais comme la BD c'est un sujet niche, ça reste quand même des chiffres qui sont intéressants de mon point de vue. Ouais. Et puis l'essentiel c'est que les gens soient contents et Exactement. nous on est très contents. Ouais, on adore lire vos retours, vos commentaires, ça nous fait toujours chaud au cœur. Non, franchement, on a une belle communauté, on est très contents, on est trop fiers de cette chaîne YouTube et on espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Et là j'ai plus de cutter. Hier, il y en avait 3. Non c'est bon. Il est... Voilà. Si David avait raison. Ouais. Ah mais il a raison. Je vole les cutters. Je veux dire que je prenais ta défense. C'est celui qui ouvre les cartons qui peut garder le cutter. C'est des nouveautés ou du réassort? C'est que du réassort durant cette fin de mois de juillet. Il y a plus de nouveautés? Il y a vraiment plus de nouveautés, je vois les cartons, mais ce matin j'en ai déjà ouvert 3 de 2. Là c'est Hachette et il y a aussi MDS, il y a Interforum et il y a UD. On n'a plus de nouveautés. C'est la fin, tout le monde part en vacances et ça se ressent. Pas grand monde en boutique? Pas grand monde en boutique et même vraiment d'un point de vue éditeur, voilà, cherchez le mot. Il n'y a plus rien. Les prochaines nouveautés, je vois manga ou BD, ça va être début juillet. Mais genre il n'y a que quelques titres, début août pardon. Sinon c'est fin août où là on va avoir énorme arrivage des deux côtés. On sent que c'est la période creuse de l'année dans le monde du livre. C'est trop mignon. C'est ce que tu conseilles à la dame? Tout à fait, c'est une histoire que j'adore. La gameuse et son chat qui a fait aussi Félin pour l'autre. J'aime beaucoup les chats. Et c'est très mignon, c'est des lectures popcorn, tu lis ça sous ton plaid avec soit un petit café, soit un petit vin chaud en hiver. C'est... Ça va, la vie est pas trop dure. Ça va. C'est là aussi où on voit la différence entre une période classique et juillet. Maintenant les colis ça comporte énormément de réservations et très peu de réassorts à proprement parler. Ah, on lui a piqué sa place. Non, c'est inadmissible, ça. C'est les livres qui prennent la place d'autres livres. C'est super. En plus c'est le coup de cœur de David, donc on a un peu remplacé David. Ouais, c'est ça. Quand on regarde les infos, on a l'impression de voir David. C'est son sosie. Ah, je trouve aussi. Je me souviens, la première réaction que j'ai eue en rentrant ici, je voyais David en train de ranger des mangas, il prenait des piles, il savait exactement où c'était. Je me disais, comment ils font pour se rappeler de tout? J'étais impressionné. Maintenant ça va, Ah non, je me perds toujours. Ça dépend. Il y a des séries qu'on voit beaucoup, donc naturellement on sait. Synthem typiquement. Ah, Synthem c'est trop bien. J'adore cette série. C'est de Serge Lehmann, on en parlait l'autre jour, et de Frédéric Peters, vraiment 2 auteurs et dessinateurs incroyables. Et ça se range en S par là, je suis cool. Ah, ça aussi c'est trop bien. Carnet de santé foireuse, c'est une de mes BD préférées. Ah ouais? Ouais. C'est quelqu'un qui raconte, l'auteur qui raconte sa maladie de Crohn. Et, je sais plus ce que c'est. C'est la maladie des intestins, tu sais, ça fait affreusement mal. Et c'est pas forcément facilement diagnosticable. Ok. Ça aussi c'est une super série, Les 5 Terres. Je l'ai pas lu encore, mais tout le monde dit que c'est génial dans la communauté WhatsApp. Ouais, mais il y a ça. Ça aussi c'est une super série. Les 5 terres. Les 5 terres. Elle est plus là? Ah non, elle est plus là. On a remplacé ma bombe. Alors j'ai lu très peu de BD, mais la bombe, ça c'est mon coup de cœur. J'adore l'histoire du nucléaire, j'adore l'histoire sur la guerre tout simplement.